Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! La déforestation. Est-ce un mythe ou une réalité? Depuis plus de 20 ans, David Gaveau se bat pour sauvegarder ses écosystèmes précieux grâce à l'imagerie satellite. David Gaveau est un entrepreneur et un militant pour la protection des forêts tropicales. À l'âge de 10 ans, il a été marqué par le message poignant d'un activiste suisse sur France Télévisions. Au fil des ans, David a constaté l'ampleur du carnage causé par la déforestation et face à l'urgence, il a créé The Tree Map. Grâce à une technologie avancée d'imagerie satellite, il peut suivre et prévenir la destruction des forêts en temps réel. David a compris que pour sauver ces forêts, il fallait aussi comprendre l'économie derrière leur destruction. À l'aide d'une méthodologie rigoureuse et de partenariats stratégiques, il aide désormais les entreprises à évaluer l'impact de leur chaîne d'approvisionnement sur la déforestation. Protéger la nature passe aussi par une meilleure connaissance des mécanismes économiques qui la menacent. Dans ce nouvel épisode de Nutstalk, David explique comment il utilise les images satellites pour cartographier la déforestation, les causes profondes de ce phénomène et l'impact dévastateur sur la biodiversité, le climat et les communautés locales. David aborde également les controverses autour de l'huile de palme, un sujet complexe où il explique les avantages économiques et les problèmes environnementaux majeurs. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! David, bienvenue dans le Nutstalk. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter à nos auditeurs? Bonjour Mehdi. Déjà, merci de m'inviter à ce podcast. Eh bien, donc, je m'appelle David Gaveau. Je suis j'ai plusieurs casquettes. Je suis un conservationniste. Je travaille pour protéger la forêt tropicale. Je fais aussi de la recherche scientifique. Euh, nous utilisons les images satellites donc pour vérifier la déforestation, mais tout ça passe aussi par une recherche scientifique, une formalisation de méthodologie qui nous amène à mesurer la déforestation. Et puis, je suis aussi, depuis quelques années, chef d'entreprise puisque j'ai créé ma société qui s'appelle The Tree Map, qui offre donc pour la protection des forêts tropicales en utilisant la recherche scientifique et euh, en développant des applications digitales sur le web qui permettent à quiconque de vérifier la déforestation en temps réel dans les pays tropicaux. Actuellement, nous travaillons particulièrement sur l'Indonésie et la Malaisie. C'est super intéressant. Déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu t'intéresses au sujet de la déforestation? Est-ce que c'est depuis que tu es jeune? Est-ce que c'est venu tardivement? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Eh bien, pour moi, la déforestation est un sujet important qu'il faut résoudre puisque c'est une cause de myriades de problèmes sur la faune, la flore, pollution atmosphérique, accélération des changements climatiques. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler là-dedans, c'était il y a plus de 20 ans et on on n'avait pas autant ce discours à l'époque. Moi, je voulais travailler tout simplement pour la protection des forêts parce que j'avais été sensibilisé déjà plus jeune aux problèmes de déforestation qui étaient peut-être moins importants qu'aujourd'hui, mais qui avaient quand même déjà commencé, hein. Je parle des années 80 où un activiste suisse qui s'appelait Bruno Manser était passé à France Télévisions, à Antenne 2 à l'époque, France 2, au journal de 20 heures, pour demander aux Français d'arrêter du bois qui arrivait du Sarawak, parce il revenait de là-bas et donc voyait le carnage que les sociétés forestières faisaient
dans le Sarawak, qui donc le nord de Bornéo en Malaisie. Et moi, j'avais 10 ans et ça m'avait impacté et je m'en souviens encore toujours. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est grâce à cette intervention sur France 2 que j'ai commencé à travailler là-dedans, mais j'ai été très tôt sensibilisé à ça. Et moi, j'ai toujours été intéressé à tout ce qui est nature, euh, les animaux, tout ça, donc les oiseaux particulièrement. Donc, ben, cette question de déforestation est revenue plus tard lors de mes études, où je faisais des études de physique finalement, et au bout d'un moment, je me suis dit, bah oui, mais c'est pas tellement dans la physique que je veux travailler, et donc c'est là où je me suis dirigé vers l'observation de la Terre avec les images satellites, qui utilisent donc des capteurs optiques qui sont faits à partir de concepts physiques. Et donc, c'est là où j'ai pu ensuite donc, rattacher mes études de physique optique avec ce que je fais maintenant, donc l'observation des forêts avec les images satellites pour but de les protéger, évidemment. Alors, on va y revenir de concrètement comment ça marche. Tu as employé un mot très fort, je trouve, qui est carnage. Est-ce que on pourrait un peu te considérer aussi comme militant ou pas du tout? Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Alors, oui, militant éclairé dans la mesure où nous sommes aussi chercheurs, c'est-à-dire que nous basons sur des données objectives scientifiques, donc des mesures. Hein, donc, oui, je milite parce que ça fait plus de 20 ans que je cartographie donc la perte du couvert forestier. Je vois bien que ça disparaît d'année en année et donc et que c'est pas forcément remplacé par quelque chose d'équivalent. C'est souvent convertir ces forêts qui sont très riches en biodiversité. Là, on parle des forêts tropicales humides qui souvent poussent dans des zones de plaine, qui ont des arbres absolument, qui sont des cathédrales et qui ont enfin, qui sont un habitat pour un grand nombre d'espèces. Hein, enfin, je veux dire, on a souvent entendu dire que ce sont les habitats les plus riches en biodiversité au monde, ces forêts tropicales humides. Et, euh, et donc, euh, quel était, je me rappelle plus, j'ai perdu le sens de ce que Je je devais disais, dire. est-ce que tu es militant du coup Voilà. Et donc ces mesures-là nous amènent à voir cette déforestation, donc ce carnage, ce mot que j'ai employé. Et donc, a fortiori, je suis devenu militant parce que je vois bien de- que ces forêts disparaissent en fait. Elles deviennent de plus en plus rares, surtout les forêts de plaine qui sont accessibles. Les vieilles forêts de plaine c'est ceux qui ont des forêts qui ont deux, trois, qui ont des arbres qui sont centenaires, bicentenaires, voire plus. Et donc, ils ont des compositions particulières et ça disparaît. Et c'est vraiment dommage parce que on perd toute une faune, toute une flore. Et puis en plus, il y a des problèmes ajoutés à ça qui sont plus de l'ordre de la santé publique et puis du climat. Mais donc oui, on peut dire que je suis devenu militant pour la protection des forêts tropicales, mais en se basant toujours sur des données objectives. C'est-à-dire par exemple, je ne serais pas quelqu'un je suis pas anti-huile de palme. Hein, pourquoi? Parce que je sais que on a besoin de se nourrir, on a besoin d'huile végétale aujourd'hui dans le monde. Donc il y a le choix entre l'huile de palme et puis d'autres huiles, mais l'huile de palme est celle qui produit le plus par hectare. Donc il y a pas mal de, de- de- de bénéfices à utiliser l'huile de palme. C'est une huile qui est a fortiori pas mauvaise pour la santé non plus. C'est une huile qui aussi plaît beaucoup aux petits planteurs qui produisent beaucoup de la production mondiale puisque c'est un arbre généreux. Donc voilà, je suis pas anti-huile de palme. Donc enfin, je pourrais être activiste et anti-huile de palme parce que je pense que voilà, c'est une huile, le palmier à huile est un arbre maléfique, mais les données montrent que c'est plutôt le contraire. C'est pour ça d'ailleurs que c'est devenu tel que c'est aujourd'hui. Euh, il y a peut-être trop de bonnes propriétés, voilà. Donc, Ok. activiste oui, en me basant sur des données objectives, d'où mon côté recherche scientifique, bien sûr.
Bah, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces recherches, de comment ça fonctionne, pourquoi, tu as mis ça en place? Nous expliquer un petit peu, bah, le processus, de ces recherches? Bah, donc, disons, la finalité de ces recherches, est par exemple, on pose des questions comme quelles sont les causes de la déforestation? Donc, on cartographie déjà l'étendue de la déforestation en soi. Il faut développer des méthodes qu'on peut publier aussi pour améliorer la cartographie de cette déforestation. Il y a aussi des mesures sur les causes de la déforestation pour comprendre qui est responsable ou quels sont les secteurs. Par exemple, on sait aujourd'hui que la production agricole, enfin disons l'expansion agricole est la première cause de déforestation tropicale au monde, à peu près 80%, mais il y a aussi l'exploitation minière, il y a d'autres, l'expansion urbaine, il y a les feux de forêt, enfin il y a il y a des causes naturelles comme les glissements de terrain ou les rivières qui changent de lit au fil des années. Donc, on étudie les causes. Ça nécessite une recherche scientifique avec, donc, qui utilise des images satellites, mais aussi, ça, on peut utiliser il faut aller sur le terrain, donc faire des mesures de terrain, des interviews socio-économiques aussi, beaucoup, puisque lorsqu'on parle de déforestation, on parle de l'humain, de l'homme. Finalement, la déforestation est reliée à une activité économique. Donc, comprendre un petit peu pourquoi la déforestation est plus profitable à un agriculteur que de laisser la forêt telle qu'elle est, par exemple. Des recherches comme ça. Et puis aussi les recherches sur l'impact de la déforestation, donc sur bon, un impact direct qui est assez facile à comprendre, c'est la perte de toute la faune et la flore qui vit dans cette forêt tropicale. Mais il y a des impacts qui sont plus durables à long terme. Par exemple, euh, l'on sait maintenant que les forêts lorsqu'on défriche, les forêts qui poussent sur des marécages, par exemple en Indonésie ou en Malaisie, ces marécages qui sont souvent, comment dire, constitués d'un sol, d'une matière organique qu'on appelle la tourbe. Et donc, on sait que lorsqu'on défriche ces forêts qui poussent sur marécage, on crée ensuite des problèmes sur les 10, 15, 20 ans à venir, puisque ces forêts-là, une fois défrichées, en général, ensuite, le marécage est drainé, asséché, et donc le sol qui était humide toute l'année s'assèche, et cette tourbe très riche en matière organique, prend feu facilement pendant les saisons sèches. Et donc, ceci cause lorsqu'il y a des saisons sèches très marquées, souvent ça coïncide avec des phénomènes El Niño, il y a des feux qui se déclarent et qui donc brûlent pendant des mois cette terre asséchée très riche en matière organique et qui émet beaucoup de pollution atmosphérique, beaucoup de particules fines et puis aussi beaucoup de gaz à effet de serre, comme du CO2, du méthane, du monoxyde de carbone. Et puis voilà, beaucoup de particules fines qui sont des polluants directs qui impactent les populations locales et puis aussi les pays aux alentours, à Singapour, en Malaisie. Donc tout ça, on a fait beaucoup de recherches là-dessus, sur les causes, mais aussi donc l'impact. Donc par exemple, on parle de combien d'émissions, quelle est la quantité émise d'aérosols ou de particules fines par ces feux-là, pour bien quantifier le problème et puis aussi la relation avec tout ce qui est toutes les morbidités associées à ces feux-là. Et donc tout ça nécessite des recherches plus ou moins avancées. Pour qu'on se rende bien compte, est-ce que tu aurais un peu des chiffres pour, nous montrer un peu l'étendue de la déforestation? Est-ce que finalement c'est pas si grave? Est-ce que c'est vraiment très important par rapport, je sais pas, aux 10, 15, 30, dernières années? Je sais pas quelles données tu peux partager? Oui, bien sûr. Nous, alors ça aurait été bien de montrer d'ailleurs, par exemple sur Bornéo, nous avons étudié la déforestation sur les 50 dernières années, à partir de 1973. Pourquoi 1973? Parce que, en fait, c'était les premières images satellites finalement que nous avons pu accéder. Et nous avons donc pu créer la carte de la déforestation de 73 à nos jours.
Et Bornéo a perdu un tiers du couvert forestier. Un tiers du couvert forestier. Et si on parle de l'Indonésie en général, c'est sur les 20 dernières années, elle a perdu à peu près 10 millions d'hectares. Donc, c'est un pays qui est, par exemple, 10 millions d'hectares, je crois que c'est 2 fois plus gros que la Hollande, 2 fois et demi la Hollande, qui a disparu donc en 20 ans. Et si on prend sur les 50 dernières années, depuis 73, on avait cartographié que Bornéo, parce qu'il manquait des images pour couvrir tout le pays de l'Indonésie, et un tiers du couvert forestier avait disparu en 50 ans, ce qui est énorme quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis depuis les années 70, en fait, on a vraiment eu une accélération d'abord de l'exploitation forestière, c'est-à-dire où les compagnies forestières vont dans la forêt naturelle pour extraire le bois qui a une valeur commerciale. Donc là, on parle de coupe sélective, où les compagnies forestières créent des chemins de traverse à travers pour pénétrer à l'intérieur de la forêt, et elles vont rechercher les plus gros arbres, ceux qui ont une valeur commerciale. Ensuite, lorsque l'exploitation forestière est terminée, finalement, la forêt n'a plus de valeur économique telle qu'elle est, puisqu'il faut attendre environ 30 ans pour que les arbres se régénèrent et atteignent un diamètre acceptable. Et du coup, beaucoup de ces forêts-là, fin des années 70, début des années 80, après, disons, cette étape d'exploitation forestière, ont été converties en plantation, beaucoup en plantation industrielle. Beaucoup en Indonésie en plantation industrielle, parce que le gouvernement indonésien a toujours été plutôt pro-business que pro-petits planteurs. En Malaisie, c'est la même chose. Alors peut-être qu'en Bolivie, je ne sais pas, c'est en fonction de la tendance du gouvernement qui est plutôt droite-gauche. C'était plutôt. Mais en règle générale, que ce soit les gros exploitants ou les petits exploitants, il y a de la déforestation. C'est-à-dire que les petits exploitants défrichent aussi ont défriché aussi beaucoup de forêts, peut-être pas autant que les gros exploitants, parce qu'ils avaient moins les moyens, mais tout de même aussi beaucoup. Et ce qui va de pair avec tout ça, c'est la facilité avec laquelle on défriche aujourd'hui une forêt. C'est-à-dire que on y va pas avec des petits moyens, ils vont pas avec les tronçonneuses, ils y vont carrément avec les bulldozers, hein. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui, pour raser vraiment une forêt. Donc ça, c'est le deuxième stade, c'est-à-dire une fois que la forêt a été exploitée sélectivement pour extraire le bois commercial, les plus gros, les meilleures essences. Donc là, du coup, plutôt pour le marché peut-être des meubles, ou même beaucoup de ces bois qui étaient extraits dans les années 70-80 terminaient en contreplaqué au Japon. Bornéo, pendant très longtemps, a été le plus gros provider de bois au monde. Donc, une fois cette phase-là terminée, ces forêts-là sont vues comme n'ayant pas de valeur économique. Il faut attendre trop longtemps. 30 ans, c'est un cycle trop court. Donc, elles sont converties en plantation, souvent industrielle, donc en Indonésie, ou en plantation de petits planteurs. Donc, ça a été beaucoup en Indonésie et en Malaisie, des plantations de monoculture d'huile de palme. Donc, par exemple, on sait par exemple, on a quantifié que plus de 4,5 millions d'hectares de forêts primaires ont été convertis en plantation d'huile de palme en Indonésie et en Malaisie, les deux plus gros producteurs de loin, 85% de la production mondiale. Donc 4,5 millions d'hectares, ça représente un pays comme la Hollande. À vérifier, mais voilà, et peut-être la Hollande et le Benelux ensemble, hein, donc Belgique et Luxembourg. Ça, c'est que. Donc, en gros, imaginons que l'Europe était. Voilà, que le Benelux et la Hollande ont été convertis en plantation d'huile de palme. Voilà, et donc c'est cet ordre de grandeur. Et puis voilà, et donc ça continue. Maintenant, on est plutôt dans une. Donc, comment dire,
les progrès technologiques où on peut accéder à, pour pas cher maintenant, à des bulldozers, parce que même les petits exploitants se regroupent en coopérative et louent des excavateurs pour drainer, par exemple, les marécages, si on est sur du marécage, et puis pour défoncer tous les arbres, hein, tous ceux qui n'avaient pas de valeur commerciale. Et donc ça, plus la demande internationale en produits agricoles. Donc, on parle d'huile de palme, on parle de café, on parle de cacao, on parle de d'EVA, on parle euh, de pâte à papier pour tout ce qui est packaging et papier. Donc, ça, c'est des plantations d'acacia, d'eucalyptus. Donc, tout ça, en fait, c'est des plantations de monoculture. En gros, toutes sont des plantations de monoculture. Donc, elles sont, comment dire, exploitées de façon plus ou moins industrielle. Euh, Quand tu dis et industriel, je pense qu'on y reviendra peut-être un petit peu après, mais ça implique quoi? Parce que j'ai l'impression que quand tu le dis, ça a l'air négatif. Du coup, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que ça implique? Alors, j'ai pas employé le mot négatif, mais peut-être effectivement, ce que je disais laissait entendre que c'était négatif, parce qu'effectivement, si on prend par exemple l'exemple de l'huile de palme, où aujourd'hui on a à peu près 25 millions d'hectares plantés de plantations d'huile de palme au monde, dans 49 pays, mais 85% de ces plantations-là sont en Indonésie et Malaisie. Et tous ces pays-là, en gros, adoptent la même technique. Donc, pour les 2 tiers, ce sont des plantations donc, de type industriel, c'est-à-dire des plantations qui sont détenues par des grosses sociétés, souvent des multinationales. Euh, en tout cas, des sociétés donc, qui sont enregistrées comme telles et qui exploitent des milliers d'hectares en général, plusieurs milliers d'hectares, voire plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Et ces plantations-là donc, sont vraiment des plantations de monoculture intensive pour lesquelles on utilise beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides euh, et qui ont aussi un besoin en eau très très important. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle le palmier à huile est uniquement planté dans des régions humides et équatoriales, puisqu'il a besoin d'hydrométrie important. Mais c'est surtout en fait l'exploitation intensive de ces plantations, donc l'utilisation d'engrais et de pesticides euh, qui pose problème. Et d'ailleurs, les planteurs eux-mêmes, certains reconnaissent, ceux qui ont les plus vieilles plantations reconnaissent que le modèle arrive un peu à sa fin, qu'il faut en changer, parce qu'ils se rendent compte que d'année en année, ils doivent utiliser de plus en plus de pesticides et d'engrais, et donc ça a un coût financier. Mais ça veut dire aussi que les sols s'appauvrissent, justement à cause de l'usage accru de ces... Et lorsque ces sols s'appauvrissent, les maladies liées, le chancre, comme le ganoderma, et puis aussi les pestes, problème de rats, enfin, je veux dire, le problème de tous les agriculteurs finalement, mais qui sont accrus par ce développement des monocultures. Et moi, je pense que, enfin, quelque part, il y a les mêmes problèmes dans la Beauce et dans la Brie lorsqu'on plante du blé comme ça à donf depuis des années, avec, pareil, beaucoup de pesticides et d'engrais. Oui, en Donc, effet, ben, on a aussi un épisode extrêmement intéressant de Marc Dufumier qui nous parle un petit peu de ces monocultures et de ces problématiques d'intrants chimiques. Si, chers auditeurs, ça vous intéresse de comprendre un petit peu plus en détail et d'aller vraiment plus profondément pour savoir ce que vous mangez, parce que ce qu'on mange vient d'abord de la terre, c'est l'épisode numéro 29 du podcast avec Marc Dufumier. Donc, je vous invite à aller l'écouter après celui-ci. Il est vraiment très intéressant et on rentre un peu plus dans le détail là-dessus. David, donc j'aimerais prendre un petit peu, je ne vais pas dire l'avocat du diable, mais tu as dit que les grosses entreprises, du coup, elles exploitaient les forêts. Et j'ai envie de dire, mais du coup, c'est bien parce qu'elles créent de l'emploi pour ces personnes.
qui sont sur place. Du coup, on pourrait dire que bah, c'est bien en fait, elles rasent les forêts, du coup après elles font des champs. Donc on enlève toute la partie du coup monoculture où on a bien compris la problématique avec l'intrant chimique. Du coup, est-ce que finalement ces entreprises aident les agriculteurs locaux, les communautés locales, ou finalement c'est plus néfaste qu'autre chose? Alors, effectivement, tu as raison de rappeler que finalement, ces sociétés-là amènent une activité économique dans la zone géographique où vient d'être établie la plantation. Donc, amène du travail pour les locaux et donc, quelque part, peut enrichir les populations locales qui vivent autour des plantations. Donc effectivement, certaines études, par exemple, et c'est pour la raison pour laquelle l'huile de palme, il ne faut pas non plus la diaboliser, puisque, alors là, je ne parle pas des sociétés elles-mêmes, mais l'huile de palme est aussi produite par beaucoup de petits agriculteurs qui ont comment dire, des plantations, disons, entre 2 et 10 hectares. On dit, par exemple, enfin, on sait que pour, pour qu'une famille de petits planteurs disons, de 5 personnes vivent relativement bien, c'est-à-dire pour qu'ils puissent envoyer, par exemple, leurs enfants à l'école et à l'université, il leur faut 6 hectares. 6 hectares de plantation. Et s'ils ont 6 hectares, voire plus, de plantation d'huile de palme, c'est un business qui roule pour eux. Ils sont indépendants, ils produisent leur huile, enfin, pardon, les fruits qui seront ensuite vendus à des moulins qui vont presser l'huile. Et donc, ils s'en sortent économiquement grâce à ces plantations d'huile de palme. C'est des petits planteurs, là, on ne parle pas des sociétés. Alors, lorsque les sociétés, elles, comment dire, établissent des milliers d'hectares dans une zone, est-ce que finalement ces employés s'enrichissent, oui ou non? Alors, je n'ai pas tous les chiffres en tête. Je sais par exemple qu'il y a eu par exemple comment dire, des mécanismes à travers lesquels les sociétés comment dire, travaillent avec des petits agriculteurs, c'est-à-dire donnent des terres aux petits agriculteurs. On appelle ça des schémas de plasma, c'est-à-dire voilà, elles donnent un certain nombre de terres à des petits planteurs qui vont ensuite produire, enfin, qui vont ensuite produire du palmier à huile et qui s'engagent ensuite à vendre cette huile-là à la société. Donc avoir un contrat, comment dire, commercial. Mais il a été démontré que ces schémas-là sont souvent, enfin, dans ces schémas-là, les petits planteurs qui sont du coup plus du tout indépendants puisqu'ils dépendent, ils doivent exclusivement vendre à cette société-là leur production, ils perdent parce que bah, ils se font souvent avoir, ils ont puisque même souvent, c'est même pas eux qui travaillent la terre, c'est la société. C'est-à-dire que sur le papier, c'est leur terre, mais c'est la société qui travaille la terre, qui exploite, et donc qui dit voilà, ben, telle a été la production cette année, donc ils n'ont pas de moyens de vérification, donc qui dit que la société n'a pas sous-évalué la production pour moins payer le. Et souvent, ces petits propriétaires, enfin ces petits exploitants qui sont dans des schémas de plasma s'appauvrissent à cause de ça. Il a été démontré l'année dernière par une étude très sérieuse qui a démontré en fait qu'en Indonésie, les plasmas, c'était ont plutôt appauvri les gens qu'autre chose. Deuxièmement, les sociétés, il faut savoir qu'elles, lorsqu'elles s'établissent comme ça sur une zone et qu'elles ont un gros impact, puisque si on parle de milliers d'hectares, souvent elles exproprient des gens qui étaient déjà dans la zone. Et il y a beaucoup de conflits justement en Indonésie depuis des années et ça continue à cause de ça. Parce que les sociétés, bon, il y a des garde-fous qui doivent être mettre en place où les sociétés, normalement, doivent payer, enfin, déjà demander l'autorisation et puis à trouver un accord financier avec l'exploitant, mais souvent les sociétés sous-estiment la valeur de la compensation. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes là-dessus aussi.
Donc, et puis ça dépend aussi de comment dire, de ce que font les communautés locales. Souvent, les communautés locales, ce qui a été montré aussi par rapport à l'huile de palme, c'est que les exploitants, c'est-à-dire qui s'intègrent dans l'économie de marché, font mieux que ceux qui ne s'intègrent pas dans l'économie de marché, qui sont plutôt une agriculture de subsistance et qui, eux, là, pour le coup, se font exproprier de leurs terres et donc ensuite n'ont plus de terres à cultiver ou beaucoup moins qu'avant. Et, euh, et, et avoir une grosse société de 10 000 hectares comme voisin, c'est pas facile parce que souvent les sociétés-là finalement modèlent le paysage en fonction de leurs propres intérêts. Donc souvent, ce qui veut dire, c'est que les routes qui sont construites, puisqu'on parle souvent de zones reculées, donc les routes qui sont construites sont les routes qui servent aux intérêts de la société, mais pas aux intérêts des villages. Donc par exemple, on va construire une route qui va relier le moulin qui extrait l'huile à la plantation, mais on ne va pas construire une route qui va relier le village à l'école, par exemple. Hein, et donc, ces sociétés-là deviennent toutes puissantes au niveau local et souvent payent aussi des chefs de village, enfin, pour avoir la sécurité, pour qu'il n'y ait pas de vagues. Et donc, elles ont aussi tout un personnel de sécurité pour empêcher les gens de rentrer dans leur domaine, tout ça. Enfin, ça, c'est une réalité de terrain, hein, ce dont je parle. Et donc, qui peut être souvent, qui peut poser, enfin, qui peut poser plus de problèmes que d'en résoudre aux communautés locales. Et finalement, les petits producteurs sont obligés de lâcher sous la pression parce que bah, forcément, ils peuvent pas tenir leur prix. Et puis, si en plus, à côté, euh, comme tu as dit, ils ne peuvent pas utiliser les routes et tout ça, finalement, ils se retrouvent bloqués et doivent soit vendre moins cher et du coup gagner moins, ce genre de choses, quoi. Voilà. Et comment les politiques locales, le gouvernement, euh, aident les agriculteurs ou au contraire euh, favorisent peut-être les gros industriels, que tu en as parlé un petit peu en amont. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont faites pour essayer d'aider les agriculteurs locaux ou non, c'est vraiment très, très minime? Alors, je ne suis pas au fait de toutes les réformes actuelles du gouvernement au niveau agricole. Euh, je pense qu'il doit y avoir des programmes pour aider les petits planteurs, enfin les petits agriculteurs, mais surtout par rapport à la production de riziculture, la riziculture, le riz, qui est vraiment très, très, très stratégique pour toute l'Asie du Sud-Est, puisque finalement, c'est leur pain, hein, c'est ce qu'ils mangent tous les jours. L'huile de palme, c'est plutôt alors c'est pour l'huile de cuisson au niveau domestique, mais c'est aussi beaucoup à l'export, hein. C'est la première devise d'ailleurs qui rapporte le plus à l'Indonésie, c'est la production c'est l'huile de palme. Je ne me rappelle plus exactement en pourcentage de GDP, mais je ne peux pas dire une bêtise, mais il me semblait que c'était au moins 5%, ce qui est quand même assez pas mal. Et Tu as parlé également de la biodiversité, la faune, la flore. Est-ce que tu pourrais préciser un peu les impacts qu'a la déforestation sur bah, la faune et la flore? alors, donc, il faut déjà rappeler que ce sont des forêts, donc ce qu'on appelle les forêts indomaléennes, donc des forêts qui sont dont l'habitat, qui contiennent toute une faune qu'on retrouve en Inde ou en Thaïlande, donc c'est avant tout des mammifères qu'on retrouve dans ces forêts-là, aussi beaucoup d'oiseaux, mais ce sont des forêts qui sont très 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 riches en mammifères, petits et gros mammifères, donc beaucoup de chats jusqu'au tigre, la panthère noire, euh, plusieurs types de panthères, mais donc le prédateur au sommet de la pyramide, c'est le tigre. Euh, il y a aussi l'éléphant, le rhinocéros, deux espèces au moins de rhinocéros, le tapir qu'on retrouve aussi en Amérique du Sud, euh, qui ressemble à un fourmilier un petit peu, entre un cochon et un fourmilier. Et puis, évidemment, l'orang-outan.
qui est la mascotte, enfin, qui est devenu l'emblème un petit peu de la protection de la biodiversité, puisqu'on le trouve finalement que dans ces forêts d'Indonésie et de Malaisie. Il en reste à peu près aujourd'hui, selon les derniers chiffres, à peu près 15 000 à Sumatra et 50 000 à Kalimantan. Mais ce sont une fois de plus des estimations. Évidemment, personne n'est jamais allé les compter un par un en forêt, mais ce sont des estimations pareilles, faites en fonction d'études scientifiques qui vont compter les nids, par exemple, dans les forêts et faire des samplings de densité de nids. Et donc, qui arrive à. Donc, à peu près, oui, 50 plus 15, 65, 70 000 orang-outans qui restent aujourd'hui. Il en aurait disparu à peu près 100 000 sur les 30 dernières années, selon une étude. Donc, il en resterait 75 000 aujourd'hui. Les tigres, je ne pourrais pas dire combien il y en avait à l'époque, mais pareil, les dernières estimations, il en resterait plus que 500 à Sumatra, puisque celui de Java a disparu en 70, dans les années 70. Il y avait le tigre de Java. Il y avait le tigre de Bali, qui était d'ailleurs le plus petit de toutes les espèces de tigres, hein, puisque en partant du tigre de Bengale en Inde jusqu'au tigre de Bali, qui était l'espèce la plus d'ailleurs orientale de toutes. Alors peut-être je dis une bêtise, peut-être que le tigre de Sibérie est encore plus oriental, mais bien plus au nord. Qui du coup est lui le plus gros, le tigre de Sibérie. Et donc pareil, le tigre de Bali et le tigre de Java ont disparu respectivement dans les années 50 et 70, et celui de Sumatra va bientôt disparaître, et régulièrement on reçoit des nouvelles soit de tigres tués par des villageois, parce qu'il y a souvent des conflits entre les animaux et les villageois du coup, puisque la forêt rétrécit, donc ils sont plus en contact. Et puis ou alors par des braconniers qui sont à la recherche soit de leur fourrure ou de leurs os, qui sont revendus ensuite en Chine pour la pharmacopée chinoise. Donc oui, toute cette faune-là disparaît. Le rhinocéros de Java, il parle de quelques 10 ou 20 individus dans un coin reculé de Java, dans le sud-ouest. Enfin, il n'y en a pratiquement plus. Des espèces disparaissent. Certains On parle disent. le pangolin, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Même le pangolin, qui était à l'époque une espèce qui était quand même assez commune. Le pangolin, qui est comme on appelle ça, c'est un animal un peu bizarre. C'est un mammifère du coup, mais qui est recouvert d'écailles. On en a pas mal parlé lors du Covid, parce que tout le monde disait que c'était à cause de ce pauvre pangolin qu'on avait eu le virus du Covid. Et même ce pangolin est apparemment l'espèce la plus chassée, la plus traquée au monde, justement pour ses écailles et je ne sais quoi d'autre. Et donc, c'est des espèces qui disparaissent. Les oiseaux aussi, beaucoup disparaissent. Alors, il faut savoir moi, je parle beaucoup de l'Indonésie parce que c'est vraiment là où j'ai beaucoup d'expérience. Hein. Mais donc, je sais qu'en Asie du Sud-Est, par exemple, les oiseaux disparaissent beaucoup parce qu'il y a aussi une forte demande domestique pour oiseaux de cage. Et donc, il y a beaucoup enfin, les oiseaux, surtout les oiseaux qui chantent bien ou qui ont de belles couleurs, enfin qui disparaissent aussi beaucoup. Donc les forêts qui restent, finalement, se vident elles aussi, puisqu'il y a beaucoup de braconnage. En plus de la déforestation, on n'a pas parlé du braconnage, mais c'est un gros problème pour la faune, et qui n'est pas du tout résolu. Qui n'est pas du tout résolu. On exploite tout, en fait. Et j'aurais envie de dire, alors je reprends un peu la casquette, un peu de l'avocat du diable en disant, mais est-ce que c'est si grave finalement qu'il y ait des animaux qui disparaissent? C'est comme ça, c'est la nature. Bah, il y en a qui disparaissent et puis il y en a qui restent. C'est pas si grave. Oui, alors effectivement, on peut le voir comme ça, on peut le voir aussi puisque nous sommes nous-mêmes une évolution de la nature, nous en faisons partie, et donc finalement tout ce que nous faisons dans la nature, de bien ou de mal, fait partie de cette évolution naturelle. Et donc que ben voilà, nous causons une extinction de biodiversité, parce que c'est vraiment le cas, et donc ben,
peut-être que finalement, c'est pas plus mal. Avant nous, il y a eu une météorite qui a causé aussi une extinction de masse et la vie est repartie. Donc on peut effectivement penser ça. Moi, je pense personnellement que, bon, dans ce raisonnement, il y a une part de vérité. Effectivement, la Terre se remettra toujours après nous et il y aura d'autres formes de vie qui vont apparaître. Ça, c'est, je pense pas que nous puissions détruire la Terre, à moins de lancer une Armageddon d'ogives nucléaires. Mais bon, voilà, la Terre se remettra toujours. Mais cet appauvrissement finalement, parce que ça veut dire qu'on appauvrit finalement la Terre en biodiversité, en richesse, en variété d'espèces. On appauvrit la Terre, pareil avec l'agriculture industrielle. On sélectionne l'agriculture, enfin les types d'espèces qu'on va planter au détriment d'autres. Donc cet appauvrissement, à mon avis, peut poser problème sur le long terme. C'est-à-dire que finalement, ça va réduire notre choix à la découverte de tout type de culture ou de nouveaux médicaments, même si certains vont dire, ben non, on n'a plus besoin puisque maintenant on peut synthétiser tout ça en laboratoire. Donc, à mon avis, cet appauvrissement sera aussi un appauvrissement aussi enfin, je veux dire pour l'humanité, puisqu'on, par définition, nous aurons moins de choix dans la façon de nous nourrir ou autre. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec toi et j'irais même un petit peu plus loin en disant que pour moi, la biodiversité, elle est indispensable, que ce soit la faune et la flore. En fait, il faut bien comprendre que ce soit par rapport à ce qu'on mange ou autre, tout vient de la terre. Et les animaux, ils sont là pour piétiner le sol. Donc, ils vont amener cette diversité dans le sol. Ils font leurs besoins sur le sol. Ça va venir enrichir le sol. Ils vont manger, ils vont régurgiter, etc. Et en fait, si on commence à éliminer bah, toute la faune, toute la flore, et ben nous, derrière, ce qu'on va faire pousser dans ce sol-là, et ben en fait, il va être pourri, clairement. Et on va bouffer de plus en plus, je vais le dire vulgairement, on va bouffer de la merde. Donc, oui, de mon point de vue, hein, c'est indispensable de garder et de protéger cette biodiversité pour, bah, pour notre santé, en fait, finalement, parce que ces animaux vont venir enrichir le sol, prendre soin des forêts, etc. Et donc, à côté de ça, nous, on va être en meilleure santé. Je ne sais pas si tu es d'accord ou... Oui, effectivement, je suis d'accord. Effectivement, la biodiversité, toutes les espèces sont interconnectées finalement, et donc lorsque une ou plusieurs disparaissent dans cette chaîne finalement connectée qui est le vivant, ça va causer des problèmes, des perturbations. Alors, ben, les abeilles sont un très bon exemple. Plus d'abeilles, plus de pollinisation, plus de production possible. Donc, les abeilles, il y en a des milliers d'espèces. Donc, voilà, c'est effectivement, ça risque cette perte de biodiversité peut être un danger même pour la propre survie de l'humanité finalement. Ce Mm, qui et finalement nous concerne avant tout. La Terre en elle-même, elle pourra de toute façon se régénérer après nous. tout à fait. Mais nous, Euh, on aura disparu. On va avancer un petit peu sur les autres conséquences de la déforestation au niveau bah, environnemental. À un moment, tu as parlé du changement climatique. Est-ce que la Oui. déforestation, elle a finalement un impact sur ce changement climatique? Alors, la déforestation, ce qui est clair, c'est qu'elle émet du gaz à effet de serre, du CO2, du méthane. Et ce sont ces deux molécules qui, lorsqu'elles sont en trop grosse quantité dans l'atmosphère, euh, causent ce réchauffement climatique. Donc, la, les forêts, finalement, sont, que ce soit les forêts tropicales ou forêts tempérées ou même boréales, sont des puits à carbone. C'est de la végétation, donc elles emmagasinent du carbone de l'atmosphère, elles stockent,
du carbone lorsqu'elles font de la photosynthèse. Et elles en émettent la nuit. Bon, mais donc une forêt qui est une vieille forêt tropicale, il y avait un débat pendant longtemps qui disait oui, mais ces vieilles forêts-là émettent autant de carbone qu'elles en absorbent. Donc finalement, elles sont à l'équilibre, donc elles ne sont pas finalement un puits à carbone. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Par exemple, on sait maintenant aujourd'hui que les forêts les forêts qui poussent sur marécage, les forêts de tourbières, qui sont beaucoup présentes sur plusieurs dizaines de millions d'hectares en Indonésie et en Malaisie, mais aussi au Pérou, en Afrique centrale, sont vraiment des puits à carbone. C'est-à-dire qu'elles, sur disons, cette accumulation de matière organique dans le sol, euh, qui est un marécage au niveau, à l'état naturel, ben, cette accumulation de matière organique s'est faite grâce à l'absorption, à la captation de CO2 dans l'atmosphère. Et, et lorsque on défriche ces forêts tropicales sur marécage et qu'on draine ces marécages, cette matière organique qui a pris des milliers d'années à être absorbée, et qui est absorbée encore aujourd'hui lorsque la forêt est encore présente, eh bien, est rejetée dans l'atmosphère. Donc, à cause d'oxydation, du fait que le sol nu du sol n'est plus recouvert de forêt, il est exposé directement aux rayons du soleil, ça crée des réactions chimiques, donc il y a une émission comme ça en continu. Mais en plus, lorsqu'il y a une saison sèche, voilà, le sol prend feu assez facilement et donc émet encore plus de CO2 et de méthane et de monoxyde de carbone, plus plein d'autres particules. Donc oui, pour le coup, la déforestation est une cause d'émissions de gaz à effet de serre et donc finalement accélère le changement climatique. Ce n'est pas une bonne nouvelle aujourd'hui d'avoir des, des zones naturelles comme ces forêts sur marécage, ces forêts de tourbières qui sont à l'état naturel des puits. Ce n'est pas une bonne nouvelle de voir ces puits-là devenir des sources de carbone. C'est-à-dire qu'on a plein de voitures qui émettent ça. Si en plus les puits naturels de carbone, donc qui aident à la captation, à la régulation du carbone dans l'atmosphère, à le capter, à le stocker sous le sol, dans les racines, sur des milliers d'années, si ça, en plus, on le détruit et que ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Et tu vas me dire si je dis pas de bêtises, au niveau des forêts, plus l'environnement se réchauffe, euh, moins les arbres, les forêts arrivent à capter de CO2. C'est ça, hein? Alors, je suis pas expert, hein, donc vraiment, je parle vraiment sous le contrôle d'un expert qui n'est pas là, présent là aujourd'hui. Mais en fait, ce qui se passe déjà, c'est que quand, quand il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, il y a plus de nourriture quelque part pour la plante. Donc c'est vrai qu'il y a un reverdissement. On voit par exemple certaines zones du globe verdissent. Ça, on l'a vu par exemple on a fait une étude au-dessus du cercle polaire en Sibérie. Là, on n'est pas du tout de la bande équatoriale où on voit qu'il y a sur les 40 dernières années, la toundra au-dessus du cercle polaire en Sibérie, donc en Russie, sur une zone qui fait à peu près 6-7 fois la France, euh, a verdi. C'est-à-dire qu'elle est plus verte aujourd'hui qu'elle l'était il y a 40 ans. C'est-à-dire que des arbres ont poussé, il y a eu de la végétation qui a poussé. Donc cette végétation-là, du coup, c'est un puits à carbone. Il y a eu une absorption de carbone, donc c'est plutôt une bonne chose. Euh, donc ça, il faut prendre ça en compte. Mais effectivement, il est vrai que, et ça, c'est là où je ne suis pas expert vraiment, mais paraît-il, lorsque la Terre se réchauffe, enfin, disons l'air se réchauffe, il s'assèche aussi. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas qu'il s'assèche, le point de condensation, le point où on dit 100% d'humidité dans l'air change. Et donc, ça veut dire que finalement, l'humidité euh, l'humidité s'évapore plus facilement dans l'air du sol ou de la plante, elle s'évapore plus facilement. Donc, quelque part, la plante ou le sol va s'assécher. Et cet assèchement souvent stresse les plantes qui, elles, du coup, vont refermer leurs stomates, qui sont ces organes qui permettent à la photosynthèse. Et donc, du coup, elles arrêtent la photosynthèse.
en journée parce qu'elles se sentent trop stressées. Et tout d'un coup, il faut qu'elles arrêtent de transpirer parce qu'elles émettent trop d'eau par rapport à ce qu'elles absorbent au niveau des racines, parce qu'elles transpirent aussi, l'évapotranspiration, comme nous. Et donc, du coup, elles arrêtent tout ça. Mais lorsqu'elles arrêtent cette évaporation la journée, elles arrêtent aussi la photosynthèse. Donc voilà, il y a ça qui joue. Mais il y a aussi le fait que plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus la plante elle va avoir de nourriture et donc elle va pouvoir transformer ce CO2 en sucre et grandir. Et donc on voit aussi des zones de la Terre reverdir. Donc voilà, il y a tous ces facteurs à prendre en compte pour finalement savoir où termine ce carbone. Parce que le cycle du carbone, le carbone est une molécule qui se retrouve dans l'atmosphère au niveau gaz, elle est ensuite captée par une plante ou par le sol, par les océans, le phytoplancton. Donc, finalement, il faut prendre en compte l'émission plus la captation de ce CO2 et voir ce qui reste. Et ça, c'est assez compliqué comment dire, à quantifier. Mais par exemple, si l'on prend par exemple les feux de 2020 d'Australie, il y a deux études très intéressantes qui sont sorties dans Nature coup sur coup. Là, une première qui quantifiait les émissions de CO2 émises par ces feux-là, qui ont été des feux assez dramatiques, il faut le dire. Ils ont brûlé des millions et des millions d'hectares. Enfin, en France, on parle de 20 000 hectares hein, pour un méga-feu. C'était le feu de l'Andiras. Là-bas, ils parlent de millions et des millions d'hectares. C'était à peu près 6 ou 7 millions d'hectares de forêt qui avaient brûlé dans la partie sud-est autour de Sydney. Eh bien, donc, beaucoup d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, mais un deuxième article a montré qu'une partie de ce CO2-là a été réabsorbé par du phytoplancton dans l'océan, je ne sais pas si c'est l'océan Indien ou l'océan Atlantique. Enfin, donc voilà, c'est assez intéressant de. Tu as parlé des méga-feux. Est-ce que tu peux nous... Alors, par rapport à la déforestation, je ne sais pas si vous avez des études là-dessus. Est-ce que ces dernières années, ils ont augmenté? Et s'ils ont augmenté, quelle est la proportion? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça a un impact significatif ou au contraire sur l'environnement? Et puis, on en reparlera après sur peut-être aussi la santé publique locale. Oui, alors les feux, disons les feux de paysage ou les feux de forêt ont, disons, diminué si on prend les 40 dernières années, on voit qu'il y a moins de feux aujourd'hui qu'il y a 40 ans, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. En fait, c'est simplement à cause du fait que le, disons, le human footprint, c'est-à-dire, je sais pas comment dire en français, la L'empreinte. marque, l'empreinte, tout à fait, ouais. L'empreinte de l'homme sur la Terre a augmenté, c'est-à-dire que l'urbanisation a augmenté, les savanes sont transformées en plantations ou disons en zones agricoles. Et donc, lorsque l'empreinte de l'homme augmente, euh, les feux diminuent puisque l'homme tend à vouloir protéger son empreinte, c'est-à-dire qu'il suppresse les feux dans ces zones d'empreinte. Voilà, dans les zones, évidemment, on ne veut pas avoir de feu dans sa maison ni dans sa plantation. Donc voilà, on suppresse le feu. Mais donc, si on regarde au niveau global, planétaire, on voit une diminution des feux. Par contre, si on se concentre simplement sur les régions qui sont restées sauvages de la Terre, où l'homme n'est pas encore, finalement, il n'y a pas encore d'empreinte de l'homme. Et là, malheureusement, on voit une augmentation des feux. Donc, par exemple, les forêts mondiales, on voit une augmentation des feux de forêt. Euh, Au-dessus du cercle polaire, on a publié une étude dans Science il y a 2 ans, où dans cette zone qui était à peu près 7 fois comme la France, c'était la tourbe, pardon, pas de la savane, je vais y arriver, de la toundra, donc cette espèce de savane herbeuse, mais vraiment de l'extrême nord. Et pareil, là, on montre vraiment une augmentation des feux. Donc, en 2020, sur cette zone du cercle polaire que nous avons étudié, 7 fois grand comme la France, donc c'était en Russie, on a démontré que 3 millions d'hectares de terre avaient brûlé en juillet, entre juin et septembre 2020. Et par rapport à une baseline de à peu près 250 000 hectares qui brûlent naturellement par an sur les 40 dernières années. Donc on voit voilà, en moyenne 250 000 hectares brûlent sur ces zones
au-dessus du cercle polaire de Sibérie. Et là, ouais, en 2020, c'était 3 millions d'hectares. En 2019, c'était 2 millions, 1 million en 2018. On voyait une augmentation comme ça très nette. Et on a montré une corrélation très, très évidente entre la température de l'air des 3 mois d'été moyenne sur cette zone-là et donc ces feux-là. Donc voilà, un été en 1982 était 3 degrés plus frais que l'été de 2020 et donc cette augmentation de température, du coup, dans une zone qui est très reculée du monde où il y a très peu de gens qui habitent, où donc les départs de feu sont principalement des départs de feu naturels. On parle souvent disons d'éclairs, d'orages sans pluie. Eh bien, ces orages sans pluie sont plus fréquents puisque l'été étant plus chaud, une convection, plus d'orages. Mais en même temps, comme ce qu'on disait tout à l'heure, l'air s'assèche quelque part. Donc, c'est des orages qui sont secs, plus d'éclairs, plus de feu et donc plus de terre brûlée. Donc là, ça a été très très clair. On voit vraiment beaucoup plus de feu aujourd'hui. Mais il faut regarder les terres sauvages encore pour vérifier cette assertion, puisque si on regarde au niveau planétaire, on a un résultat qui est, comment dire, qui est comme un non-sens, qui montre que finalement les feux diminuent. Mais c'est une fois de plus parce que l'empreinte humaine a augmenté considérablement. Et du coup, ça semble un peu être un cercle infernal. Les forêts s'assèchent, du coup, il y a plus d'orages et du coup, elles prennent feu plus facilement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup pour Et elle prend un empêcher peu ça? plus, oui. Eh bien, alors là, on est en Sibérie, donc on est dans des zones très très reculées. Ça vaut même pas le coup d'aller essayer de les éteindre, hein, puisque non, il faut. Bah, la solution, c'est de résoudre nos émissions de gaz à effet de serre, mais en fait, de réduire nos émissions. Mais ça veut dire finalement quelque part réduire notre consommation ou mieux consommer finalement, hein, parce que finalement personne ne nous le dit, mais c'est ça. Arrêtez de prendre l'avion, voilà. Donc nous, on est tous coupables. Et donc, comment, voilà, il faut réduire nos. Enfin, disons, moi je dirais, il faut mieux consommer moins, quoi. C'est, à mon avis, la solution. Après, les solutions technologiques qui vont nous permettre de stocker le CO2, moi je ne sais pas, hein, mais je pense que l'urgence nous amène plutôt à penser qu'il faudrait voilà, intégrer ce concept de sobriété qui est quand même entré dans la voie de notre président hein, juste après voilà, parce qu'on avait peur d'une pénurie par rapport au gaz. Hein, mais bon, c'est après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais voilà, il faut intégrer ce concept Moi, de sobriété. ouais, j'aimerais dire que finalement, en fait, il faudrait être un petit peu égoïste envers soi-même, se dire, bah ok, moi, ce qui m'importe, par exemple, c'est ma santé. Et ben, comment je fais pour avoir une meilleure santé? Bah, comme tu as dit, consommer des meilleurs produits. Donc, choisir de bons produits et finalement derrière, bah, vu que le produit a été ben, par exemple biologique ou en agroforesterie ou etc. Et ben, finalement derrière, tout est mieux impacté plutôt que de chercher peut-être à un prix ou ce genre de choses, quoi. Oui, ben, bien sûr, voilà, ben, évidemment, après tout en revient au prix au supermarché. On a tous tendance à vouloir acheter le produit le moins cher. Ça, c'est clair. Maintenant, peut-être que si on achète un produit un peu plus cher, mais qu'on le consomme moins souvent parce que finalement, il y a une meilleure nutritivement, il est meilleur, ou il nous permet, voilà, c'est peut-être ça qu'il faut regarder. Et au niveau des feux de forêt, est-ce que ça a un impact sur les communautés locales? Tu as dit que, bah, par exemple, en Sibérie, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc finalement, ça a peu d'impact. Mais jusqu'où va cette augmentation de température? Là, tu disais de 3 degrés. Est-ce que finalement, elle reste locale là-bas et finalement, ça n'impacte pas grand monde ou vraiment, ça impacte plus de monde? Alors, sur Terre, la température n'augmente pas de façon égale, c'est-à-dire que sous les tropiques, sous l'équateur, on ne voit pas trop d'augmentation de température d'une année à l'autre. Il fait toujours très chaud,
il y a des années peut-être plus sèches par rapport à certes, au phénomène El Niño, choses comme ça, mais ça n'a pas été vraiment. Mais c'est vrai que par exemple, toutes les régions polaires ont pris 3-4 degrés de plus qu'il y a 40-50 ans. L'Europe aussi se réchauffe de 1 ou 2 degrés, je ne sais pas si ça a été calculé. Donc chaque région du globe se réchauffe de façon différente. Les populations sont toutes impactées de façon différente. En Indonésie, les populations sont évidemment impactées à cause des feux, d'abord à cause de la pollution atmosphérique qui, bah, imaginons une ville qui est recouverte de fumée pendant des semaines à cause d'un feu qui brûle à quelques kilomètres, ou voire même quelques centaines de kilomètres de là, mais qui malheureusement amène, dont la trajectoire du vent amène cette fumée et donc les populations sont très gênées parce que la pollution atmosphérique est telle qu'on ne voit pas très loin. Il y a une odeur acride qui rentre dans tout, dans les hôtels, dans les chambres d'hôtel, dans les lobbies enfin, dans les ascenseurs, tout ça, et donc qui rend les gens malades, donne de l'asthme, des cancers. Enfin, c'est plutôt sur le long terme, hein. Les gens ne tombent pas sur des mouches comme ça. C'est pas une mort, c'est plutôt une mort lente dont on parle. Mais comme ce sont des feux qui sont très récurrents, surtout dans certaines zones, qui tous les 2-3 ans, il y a des feux comme ça qui peuvent durer 2 mois d'affilée. Donc pendant 2 mois, imaginons une population qui est constamment, du matin au soir, confrontée à des taux de pollution atmosphérique qui sont, enfin, qui défient l'entendement. Lorsqu'on est à Paris, à, je crois, c'est quoi, 250 pic de pollution, on entend souvent. Mais c'est-à-dire 250, ça veut dire quoi? Ça veut dire microgrammes de particules fines dans 1 mètre cube d'air. Donc, quand on est à 200, 250, je crois que c'est déjà l'alerte, on est en pic de pollution, alerte, seuil d'alerte. Et en Indonésie, là, lorsqu'on a des feux comme ça, on a souvent des pics de pollution qui dépassent les 3000. Donc, voilà, on est plus de 10 fois au-delà du seuil critique. Donc, enfin, c'est des taux de pollution qu'on voit une fois de temps en temps à New Delhi, enfin, qu'on voyait peut-être à l'époque lorsqu'à Londres utilisait le charbon encore où les gens mouraient à cause du smog. C'était à cause de ça, hein. Donc c'est un petit peu le même genre de problème. Tu as beaucoup parlé de l'huile de palme. Tu as même dit un mot, tu as dit l'arbre maléfique. Est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi c'est un produit si controversé? Eh bien, c'est un produit très controversé puisque c'est aujourd'hui la plus grosse part d'huile végétale produite et consommée au monde, que ce soit pour l'huile de friture ou pour d'autres applications industrielles ou même les biofuels pour faire fonctionner les avions et les voitures au diesel. Donc, en fait, l'huile de palme n'est pas un arbre maléfique. Au contraire, c'est plutôt un arbre qui est très généreux, en fait. Et c'est de cette générosité que sort finalement son succès. Tout le monde en parle aujourd'hui à cause du fait que c'est un arbre très généreux qui convient à beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, c'est un arbre à l'origine qui pousse à l'état, disons, individuel en forêt équatoriale d'Afrique centrale, donc tout le bassin du Congo, par exemple. Il est originaire de là-bas. D'ailleurs, beaucoup de villages africains ont eux-mêmes des plantations plutôt de type traditionnel et eux-mêmes produisent leur propre huile de façon traditionnelle avec des pilons et des bâtons et ils pilonnent, enfin, ils cassent les fruits pour en extraire une huile rouge à l'état brut qui, au niveau industriel, est raffinée pour qu'elle devienne transparente, mais à l'état brut, c'est une huile rouge. Et cet arbre-là, donc, dans les années 1800, a été introduit en Asie du Sud-Est lors de la colonisation, en fait, par
celui que l'on considère comme le père de Singapour, qui s'appelle Raffles. Et il a planté un arbre de palmier à huile dans le jardin botanique de Bogor en Indonésie, qui était sous tutélat anglais à l'époque, qui ensuite est devenu plutôt sous le contrôle hollandais. Et pendant longtemps, donc, cet arbre-là est resté tel quel, et il n'était pas vraiment, voilà, comme un arbre d'ornement. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'en début des années 1900, donc on parle début du XXe siècle, des plantations ont commencé à voir le jour dans le nord de Sumatra, mais ce n'est que jusqu'en fin des années 60, début des années 70, qu'on a vraiment, que les plantations d'huile de palme ont vraiment pris leur essor. Et grâce notamment à un agronome qui a découvert en fait la façon dont cet arbre se reproduisait en fait, puisque comme il a été introduit d'Afrique, il y avait une limite en Asie du Sud-Est. Il n'y avait pas l'animal il y a un animal particulier, et on ne le savait pas à l'époque, qui fertilise qui amène le pollen entre l'arbre mâle et l'arbre femelle, puisqu'il y a deux arbres, un mâle et un femelle. Et donc, dans fin des années 60, un agronome a découvert le nom de cet insecte, un petit beetle, et qui venait d'Afrique. Ils l'ont donc introduit en Indonésie. Et donc, du coup, ça a permis l'essor de ces plantations-là, puisque jusque-là, il fallait les fertiliser à la main. Donc, évidemment, ça limitait la surface qu'on pouvait planter. Et comme cet insecte, une fois introduit, c'est beaucoup plus en Asie du Sud-Est, puisque le climat était le même. Il s'est multiplié, et donc maintenant, ils ont pu ensuite développer des plantations, des millions d'hectares. Donc on a à peu près aujourd'hui plus de 25 millions d'hectares de plantations dans le monde. Les 90%, 85%, c'est en Asie du Sud-Est. Et donc pourquoi autant de succès? Alors déjà, c'est un arbre qui est très généreux, puisqu'il produit beaucoup par hectare, beaucoup plus que tous les autres types d'huile, que le tournesol, le soja ou l'huile d'olive. Il produit jusqu'à 4 fois plus d'huile par hectare que le deuxième plus gros rendement, qui est, je crois, le soja. 4 fois plus. Donc, ça veut dire qu'on a besoin finalement de moins de terre pour produire autant d'huile. Donc ça, c'est quand même un facteur à considérer, puisque lorsqu'aujourd'hui, voilà, on veut protéger les forêts, on veut donc produire de façon plus intensive dans une région, dans des zones plus petites, parce qu'il faut aussi bien nourrir la planète avec de l'huile végétale, parce que l'homme a besoin d'huile végétale pour vivre. Il a besoin d'absorber de l'huile. Et puis bon, donc ça, c'est quand même très. On ne peut pas boycotter l'huile végétale du jour au lendemain, c'est pas possible. Et comme la population humaine augmente, la demande en huile végétale augmente. Donc ça, c'est quand même un facteur à prendre en compte. Donc très très généreux, beaucoup plus que toutes les autres huiles végétales. Deuxièmement, c'est un arbre qui convient beaucoup aux producteurs, que ce soit les petits producteurs et les gros producteurs. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, il est très généreux. Non seulement il donne beaucoup plus d'huile par hectare, mais en plus, il produit de façon continue pendant l'année. C'est-à-dire que tous les mois, l'agriculteur ou la société va récolter les fruits du palmier. Ce n'est pas une fois par an. Et donc, ça réduit les risques, puisque s'il y a un coup de gel, enfin là, du coup, on est en Équateur, il n'y a pas de gel, mais si par exemple, il y a un aléa climatique qui va détruire la récolte, il va simplement détruire la récolte sur le mois qui vient, et pas sur l'année entière. Donc par rapport à des productions comme le café, c'est beaucoup plus sécure. En plus de ça, pour donc le petit agriculteur, par exemple, il travaille toute l'année grâce à sa plantation. En plus de ça, l'huile en elle-même a des propriétés qui sont recherchées des industriels. Donc c'est une huile qu'on retrouve beaucoup dans l'alimentation, dans l'agroalimentaire, parce qu'elle est facilement mélangeable avec du cacao. Enfin, elle a des propriétés que les industriels recherchent pour. Elle est extrêmement stable aussi au niveau de la chaleur, tout ça, quoi. Voilà, je ne connais pas tous les détails, mais tous les industriels s'accordent pour dire que vraiment c'est une huile qui est très très
recherché dans tous les processus industriels. En plus de ça, on peut faire plusieurs types d'huile. On peut faire de l'huile avec sa chair, la chair du fruit. C'est un fruit rouge qui est une chair très, très épaisse qui enveloppe un noyau. Donc, on peut faire de l'huile à partir de la chair. Et puis, on peut faire un autre type d'huile à partir du noyau. Et ce type d'huile à partir du noyau a aussi des propriétés très, très intéressantes pour les industriels, notamment dans toute l'industrie cosmétique. Parce que, alors une fois de plus, je n'ai pas tous les détails, mais on peut donc, à partir de cette huile du noyau, on peut donc créer ce qu'on appelle des dérivés d'huile de palme, donc des esters, des acides, enfin toute une batterie de dérivés qui sont ensuite utilisés dans les shampoings, dans les crèmes, euh, dans tout ça. Donc, un grand intérêt des industriels, donc un grand intérêt aussi des petits planteurs et des producteurs en général, parce que ça produit beaucoup toute l'année. Et puis, comme il y a un grand intérêt au niveau de la demande, donc du coup, c'est assez facile de vendre sa production. Il y a une demande forte. Donc, tous ces éléments réunis font que c'est devenu aujourd'hui une plantation incontournable. Et dernier point, c'est un arbre qui pousse partout. S'il a l'hydrométrie requise, donc c'est un arbre qui ne poussera que en zone équatoriale, on est d'accord, où il pleut beaucoup. C'est-à-dire que même déjà en Thaïlande, il pousse, mais il ne produit pas. Parce qu'il y a une mousson trop marquée, une saison sèche et qui est trop longue. Donc il faut vraiment, il poussera bien sûr sur une plus large bande, mais il produit simplement le long de l'équateur en fait. Donc l'extrême sud de la Thaïlande, c'est là où il sera produit, mais déjà à Bangkok, c'est trop sec. Donc si pour peu qu'on voilà, si dans cette bande équatoriale, s'il a l'hydrométrie requise, il va ensuite s'accommoder de tout type de sol, pauvre ou riche. Donc, on pourra le mettre en marécage, il va drainer les marécages. On pourra le mettre sur des sols plutôt minéraux, des sols plus ou moins riches. Il s'en accommode. Il va pousser à partir du moment où il a son eau et son hydrométrie dans l'air. Il sera content et il produira. Et en plus, bon, maintenant, toute l'activité d'agronomie, enfin, je développe des cultivars où on peut développer maintenant encore des hybrides qui produisent encore plus euh, euh, par hectare. Donc c'est vraiment un arbre qui coche beaucoup de cases et qui donc est devenu un petit peu la star des huiles végétales à cause de ça. Super, merci pour toutes tes explications. Je reviens du coup sur ton entreprise. Donc, tu as dit que tu avais monté un peu ton entreprise. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle apporte aux entreprises. Donc, on a bien compris que tu analysais la déforestation, tout ça, mais quel est ton travail derrière auprès de ces entreprises? Alors depuis 2 ans, nous travaillons avec le secteur privé en Europe pour parce que depuis 2 ans, le secteur privé s'intéresse finalement au problème de déforestation, potentiellement dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc, je parle du secteur privé, je parle d'acheteurs d'huile de palme qui sont en Europe, donc qui se posent la question, est-ce que voilà, le volume que j'ai acheté cette année a causé de la déforestation? Donc, nous, on les aide à répondre à ces questions-là. Et la raison pour laquelle aujourd'hui les sociétés importatrices d'huile de palme, mais aussi de café, de soja, de cacao, euh, de, de TVA, enfin et de ses dérivés, du caoutchouc, de bois et de ses dérivés comme le papier, doivent déclarer aux douanes européennes l'origine de leurs achats. Et donc, dans cette déclaration, elles doivent démontrer que leurs achats n'ont pas causé de la déforestation. Et s'il y a eu de la déforestation, elles doivent payer une pénalité pour pouvoir faire entrer la production dans l'Union européenne. C'est une loi qui a été votée l'année dernière
en mai-juin 2023, qui déjà était en préparation depuis quelques années avant, et qui entrera en vigueur si elle n'est pas repoussée, parce qu'il y a des parlé actuellement, elle devrait rentrer en vigueur en janvier 2025. Maintenant, ce qui se passe au niveau européen, c'est que le Green Deal, moi j'ai des retours par rapport à comment dire, des, des- des gens qui travaillent à l'Union européenne par exemple dans la direction environnement ou la direction agriculture, qui disent que ce Green Deal européen est un petit peu menacé aujourd'hui, notamment par la montée de l'extrême droite. Et puis aussi par les changements de comportement par des droites plus, comment dire, libérales à la suite des événements en Ukraine. Maintenant, en Europe, ils parlent plus de comment on va produire des obus que comment on va arrêter ben, l'épandage de pesticides sur les productions agricoles. Il y avait une loi phare qui devait passer par rapport aux pesticides et aux enfin, hein, tu as suivi par rapport à ces pesticides-là qui déboussolent les abeilles notamment, qui devaient passer. Et ça a été abandonné. Oui, ils sont repartis pour 10 ans. Tu parles du glyphosate? Alors, il y avait ça, et puis il y avait aussi Alors, récemment, il y a eu un retour en arrière assez phénoménal. Et ça a coïncidé avec comment dire, les manifs agriculteurs, puisque la France elle-même a pris cette disposition pour calmer la colère agricole. Parce que beaucoup disent oui, mais nous, par exemple, les producteurs de betteraves ont besoin beaucoup d'utiliser, je ne sais pas si c'est du pesticide ou si c'est de l'herbicide ou si c'est de l'engrais, enfin bref. Et donc, ils sont revenus en arrière. Et l'Europe aussi, au niveau européen, est revenue en arrière. Et donc, il y a un risque en plus maintenant, on est enfin, avec des récentes élections, que l'agenda donc du Green Deal européen s'effiloche, et donc que cette nouvelle loi qui doit rentrer en vigueur en janvier 2025 soit, parce qu'elle a été votée, donc comme elle a été votée, on peut plus l'annuler, mais on peut la repousser indéfiniment. Il y a eu déjà des demandes au niveau de pays européens pour demander donc euh, mais bon, voilà, il y a quand même une dynamique qui est en place, c'est-à-dire que on sait aujourd'hui que voilà, beaucoup de consommateurs en Europe ne veulent pas acheter de produits issus de la déforestation ou du travail des enfants, enfin voilà, acheter un produit qui soit euh, responsable. Et donc, cette poussée des consommateurs a poussé les sociétés. Et d'ailleurs, cette loi-là est rentrée en vigueur à cause justement du poids des consommateurs et des ONG aussi qui poussent derrière. Et donc, les sociétés aujourd'hui savent qu'elles doivent être plus vertueuses. Donc, même si cette loi est repoussée demain, il y aura quand même un devoir de, de vigilance que les sociétés doivent appliquer aujourd'hui. Et donc, voilà, nous, on les aide à comment dire, à comprendre si leurs chaînes d'approvisionnement ont des problèmes de déforestation avec nos cartes de déforestation. Donc, on a une application. Ma société DotRemap a développé une application qui s'appelle Nusantara Atlas, qui est une application digitale en ligne à laquelle tout le monde peut accéder et qui euh, permet de voir la déforestation en temps réel dans plusieurs pays tropicaux. Actuellement, nous regardons 3 pays, mais nous allons nous étendre sur plusieurs d'ici la fin de l'année. Actuellement, on regarde l'Indonésie, la Malaisie, le Brunei. Et donc, c'est une plateforme qui est utilisée beaucoup par les ONG en Indonésie notamment et en Malaisie pour vérifier ce qui se passe sur le terrain de façon transparente. Donc, il y a on peut accéder à des images satellites en temps réel et voir un petit peu ce qui s'est passé sur voilà, la semaine dernière ou il y a 4-5 ans, et avec une vérification par image satellite. Et ensuite, prendre des décisions en fonction de cette information-là. Évidemment, c'est le but. Ouais, je suis sur le site là, c'est vraiment, vraiment sympa de voir un peu la carte, comme tu as dit, interactive. Pour ceux que ça intéresse, c'est nusantara-atlas.org, donc Nusantara-atlas.org.
A-6 Atlas, atlas.org. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent aller y faire un tour et se rendre compte un peu de la déforestation. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué là et que tu viens juste d'évoquer, avoir enfant. Est-ce qu'au niveau de, on peut rester dans l'huile de palme ou dans ce que tu connais, le travail des enfants est vraiment important? Donc, comme on en parlait un peu à un moment dans l'épisode, au niveau de l'éthique, du coup, est-ce que les grands industriels s'en foutent ou font quand même attention à ce détail-là? Alors, ils font attention, c'est pareil, c'est un gros sujet pour les, les- les sociétés européennes, notamment qui importent. Donc là, c'est pas tant la déforestation, mais c'est plus l'équité. Donc, c'est inacceptable que le travail des enfants ou voir tout ce qui est, enfin, oui, des problèmes liés aux droits humains. Et donc, j'ai pas de chiffres là-dessus personnellement. On travaille, malheureusement, c'est pas des choses qu'on peut voir avec les images satellites. Il faut plus des investigations de terrain. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. On collabore avec pas mal d'entre elles. Et régulièrement, on voit sortir de l'info par rapport à tiens, telle ou telle société fait encore travailler des enfants ou encore récemment, il y avait eu des problèmes d'esclavage ou carrément des jeunes Indonésiens qui étaient censés être dans des centres de réhabilitation, des anciens drogués, mais qui avaient été en fait emprisonnés dans une, une plantation et devaient travailler la journée et emprisonner le soir. Et donc, avec leurs papiers d'identité confisqués, tout ça. Donc, tout ça, ça a été démasqué avec justement l'implication d'un gouverneur local ou d'un politicien local qui a été vite démis de ses fonctions à la suite de ça. Mais il y a, oui, oui dans ces zones rurales, c'est souvent des zones qui sont loin de tout et donc il se passe des choses qui sont pas encore voilà il se passe encore des choses comme ça effectivement le travail des enfants est encore on parlait tout à l'heure des conflits aussi avec les communautés locales. Donc, il y a des gens qui se font assassiner régulièrement parce qu'ils sont contre une société, parce que voilà, ils disent qu'elles ont pris leur terre, tout ça. Et donc, souvent des gens qui se font assassiner, d'ailleurs même les gens qui les représentent, comme leurs avocats. En Indonésie, il y a beaucoup de défenseurs de l'environnement qui se sont fait assassiner. Ça, c'est une réalité. Et ça a augmenté depuis ces dernières années. C'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui est beaucoup plus hard avec les défenseurs de l'environnement et des droits de l'homme que 10 ans auparavant. Et donc ça, c'est aussi une réalité, effectivement. Comment les consommateurs et ceux qui nous écoutent peuvent faire attention à cette déforestation quand ils achètent un produit ou quand ils font quelque chose? Est-ce que tu sais de ton côté qu'est-ce que on pourrait mettre en place ou faire ou autre chose? Alors, donc le problème est vraiment complexe puisqu'il faut réunir finalement, il faut arriver à des solutions qui permettent de continuer à produire et d'améliorer la situation environnementale. Donc c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est essayer de faire les deux ensemble. Et donc aujourd'hui, il y a une demande dans l'huile végétale qui est forte, et donc l'huile de palme est la première. Euh, le premier volume vient de la production d'huile de palme. Donc ça va pas partir du jour au lendemain. Donc il faut abandonner l'idée de boycotter, par exemple, l'huile de palme. Je pense que c'est pas une bonne idée. Euh, ça, ça peut te donner bonne conscience, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème, puisqu'il va falloir se reporter sur d'autres huiles qui sont potentiellement plus problématiques parce qu'elles ont besoin de plus de terre. Donc, personnellement, pour avoir un petit peu étudié le sujet, je pense qu'une solution qui est viable est de changer la façon dont les plantations sont développées, c'est-à-dire de changer le paradigme, c'est-à-dire d'arrêter la monoculture et de passer à l'agroforesterie. Et pourquoi je dis ça? Parce que déjà, beaucoup de plantations aujourd'hui
sont trop vieilles et ne produisent plus assez, donc il va falloir les couper pour les remplacer. Donc il y a une opportunité. C'est qu'aujourd'hui, sur les 25 millions d'hectares à peu près, la moyenne d'âge, c'est à peu près 15 ans. Donc il y a le gros des plantations ont plus de 15 ans, et lorsqu'elles vont avoir 20 ans, il va falloir commencer à se préoccuper voilà, il va falloir les couper. Et donc, lorsqu'on les coupe, ça donne l'opportunité de réagencer la plantation. Et donc, l'idée dans l'agroforesterie, c'est d'intercaler des arbres forestiers, de les mélanger avec des arbres forestiers. C'est-à-dire qu'au lieu de planter simplement du palmier, de planter du palmier mélangé avec des arbres forestiers. Il y a plusieurs expériences qui ont été mises en œuvre il y a le CIRAD, par exemple, au Sabah, dans le nord de Bornéo, qui ont commencé une expérience où ils intercalent un arbre forestier avec un palmier, un arbre forestier, un palmier. Et puis, il y a d'autres expériences à Sumatra, cette fois, avec l'agence de développement allemande qui ont mis des îlots forestiers, donc plusieurs tailles, dans une plantation de monoculture. Et les études sont assez prometteuses puisqu'elles montrent que finalement la plantation, lorsqu'elle est mélangée avec des arbres forestiers, continue à produire comme avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de rendement, ce qui était un petit peu la crainte des producteurs lorsqu'on leur propose cette solution-là. Ils disent oui, mais si je mets un arbre forestier, du coup, ça veut dire que ça fait un palmier en moins, et donc ça fait une production moindre. Oui, mais effectivement, s'il y a moins de palmiers, il y a moins de production, mais en même temps, il va y avoir un jeu de. C'est une étude qui a été publiée dans Nature l'année dernière montre, c'est que les palmiers qui sont à côté des arbres forestiers, en général, ont un rendement supérieur parce que l'arbre forestier, enfin, enrichit le sol et donc ce qui profite au palmier. Bon, ceci dit, là, je schématise, je simplifie. C'est plus compliqué que ça parce qu'il y a des arbres forestiers qui peuvent aussi amener des maladies. Hein, donc, il faut savoir lesquels choisir. Voilà, c'est comme l'agriculture, comment dire, biologique. Le bio, il faut savoir faire. Hein, c'est une science. Donc, mais voilà, c'est faisable. C'est ce que cet article a montré. C'est-à-dire qu'on peut vraiment garder des rendements importants, ne pas perdre des rendements en développant des agroforêts, des plantations de palmiers à huile en agroforêt, mais en même temps, on enrichit l'habitat, donc qui est bénéfique à de la biodiversité, qui enrichit aussi les sols, donc ils utilisent moins d'engrais, et donc ça coûte moins cher. Enfin voilà, il y a plein de synergies avec ces méthodes-là de plantation d'agroforêt. Donc moi, je pense que c'est le futur. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser ça parce qu'on entend beaucoup le mot agroforêt aujourd'hui. J'ai vu des émissions sur la France où des producteurs de blé se lancent aussi dans l'agroforesterie en mettant des rangées d'arbres. Apparemment, c'est ce qu'ils faisaient il y a plusieurs centaines d'années. Ouais, donc on retrouve finalement ça. Et ils y voient des propriétés très intéressantes, pareil pour la production. Donc je pense que la solution, c'est pas en boycottant, mais en changeant les façons dont on produit, en intégrant des arbres forestiers qui vont permettre d'améliorer les sols et qui vont aussi permettre à toute la faune de revenir et donc d'avoir une situation un peu win-win où en même temps on continue à produire et en même temps on améliore l'habitat. Je pense que c'est le futur, honnêtement. Maintenant, je pense que aussi sur le long terme, il faut aussi revoir un petit peu les modes de consommation individuels, mais ça c'est à tout à chacun. Et voilà, donc et je sais que beaucoup de gens, ça ne les intéresse pas de diminuer leur consommation, donc c'est pas une solution que je propose, mais au fond de moi-même, je pense que c'est aussi important de suivre ce cours-là. Ouais. Ouais, moi, je dirais plus diminuer entre guillemets sa consommation. Je partirais plus du côté, ben, comme je le disais tout à l'heure, santé. Parce que forcément, si on en mange trop, ben, c'est pas bon pour la santé. Donc réduire, j'ai pas dit supprimer ou tout arrêter, mais effectivement réduire pour diversifier et donc être en meilleure santé pour aller chercher plus de vitamines, je sais pas, E dans une certaine huile ou etc. Et donc
par conséquent, derrière, eh ben, euh, c'est forcément amélioré parce que on en consomme moins. Alors l'industrie va se dire, OK, du coup, on va essayer de faire mieux. Et, enfin, moi, c'est un peu plus comme ça que je le vois, quoi. Pas supprimer, mais effectivement, comme on l'a dit, réduire pour mieux consommer afin que, tu l'as dit, que tout le monde soit win-win, quoi. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup, David. On arrive à la dernière question de l'épisode. Euh, c'est quoi ton petit plaisir coupable alimentaire? Euh, Ta collation, ton snack favori? Ça peut également être un plat ou un simple aliment. Alors, moi, mon snack favori, alors, moi, enfin, j'adore les fruits, en fait. Donc, par exemple, là, les fruits rouges, j'en mange beaucoup. Tout ce qui est les bonnes fraises, qui ont du goût, style les fraises des bois, mais améliorées. Et puis, les bonnes cerises, et puis tous les fruits d'été. J'adore les fruits. Sinon, j'ai pas de petit péché mignon particulier par rapport à l'alimentation. Pas quelqu'un non plus qui j'aime l'alimentation, bien sûr, j'aime me nourrir, j'aime le bon fromage, par exemple. Si, voilà, un bon fromage, c'est ce qui m'a longtemps manqué lorsque j'ai vécu 20 ans en Indonésie. Et pendant longtemps, on n'avait pas du tout ni de pain, ni de fromage, enfin aucun produit qui venait d'Europe, enfin, ni de France, et ça me manquait beaucoup, beaucoup, du bon pain campagnard avec comment dire, fait avec à partir d'une bonne farine, un petit peu jaune, là, je sais pas comment on dit, intégrale, enfin, je sais pas. Mais, et puis un bon fromage de chèvre, enfin, mélange de brebis, voilà, c'est ça. Ah, je vois parfaitement. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour toutes tes explications. J'espère que nos auditeurs auront beaucoup appris. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un commentaire. On les lit tous. Donc, si vous avez des questions également, n'hésitez pas. J'essaierai de faire des épisodes en fonction de ce que vous me dites. David, je te remercie beaucoup. Et puis, je te dis peut-être à une prochaine pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Mehdi également, ça m'a beaucoup plu et j'espère, dès que possible, le prochain, voilà. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.